J'avais emmené ma fille à l'hôpital pour une nouvelle séance de chimio quand le médecin nous a arrêtés dans le couloir. Votre enfant n'a jamais eu de cancer. J'ai regardé ma fille, complètement affaiblie, chauve et amaigrie après des mois de traitement. Puis j'ai répondu à cette nouvelle oncologue qu'elle devait faire erreur. Elle a tourné son écran vers moi, m'a montré les résultats. Aucune tumeur, aucune trace de cellules cancéreuses, rien du tout. Ni sur les scans du jour, ni sur les examens des 6 derniers mois. J'ai eu un vertige, l'impression que je m'effondrais. C'est impossible, regardez-la, elle décline à vue d'œil. Le médecin a froncé les sourcils en consultant le dossier. Votre médecin habituel est absent et son dossier médical est incomplet, mais il n'y a jamais eu la moindre preuve de cancer. Quel médicament lui donnez-vous ? Ma fille a murmuré, juste des vitamines. Le médecin a secoué la tête. Des vitamines ne pourraient pas provoquer un tel état. Apportez-moi absolument tout ce qu'elle prend. Nourriture, boissons, compléments. On va faire des analyses toxicologiques poussées. Elle a griffonné son numéro sur un bout de papier. Appelez-moi immédiatement si vous remarquez quelque chose de suspect. Je suis sorti de l'hôpital en tremblant, tellement bouleversé en regardant ma fille. Si elle n'a pas de cancer, pourquoi sa santé se dégrade-t-elle autant ? Cette nuit-là, j'ai vidé toute notre armoire à pharmacie et tout apporté au médecin, entassé dans 2 sacs remplis. Rien d'anormal dans les flacons à première vue, mais les analyses de sang de ma fille révélaient des taux alarmants de toxines qui n'avaient rien à y faire. Alors j'ai commencé à porter au médecin des échantillons de nos repas, désespéré. En attendant d'autres résultats, je me suis retrouvé à faire défiler le profil de ma femme sur les réseaux sociaux, où elle publiait des vidéos poignantes du combat de notre fille. J'étais toujours reconnaissante pour le soutien qu'elle rassemblait autour de nous, surtout grâce à la cagnotte en ligne qui nous avait tant aidés ces derniers temps. Je lisais les commentaires, cherchant un peu de réconfort, et c'est là que j'ai remarqué un détail étrange. Un homme, Dale, commentait toutes les publications avec les mêmes messages agressifs. « Ne donnez pas, c'est une arnaque, ne les croyez pas ». Je me suis demandé quel genre d'individu pouvait s'acharner comme ça sur la page d'une fillette malade. Hors de moi, je suis allé sur son profil et je lui ai envoyé « Quel est ton problème ? Pourquoi tu pollues la page de ma femme et de ma fille avec ces messages ?» Il a répondu presque aussitôt « Ta femme ? Retrouve-moi demain au McDo avec l'air de jeu. Ne dis rien à personne. » Le lendemain, je m'y suis rendu seul et j'ai repéré Dale, installé dans un coin, le regard dans le vide. « Ta fille n'a pas le cancer, pas vrai ?» m'a-t-il lancé avant même que j'aie le temps de m'asseoir. « Comment tu sais ça ? Parce que mon fils, Tommy, non plus n'en a jamais eu. » Il m'a montré une photo sur son téléphone. Lui, son fils et ma femme, tous souriants à l'hôpital. Après la mort de Tommy, j'étais détruit, incapable de fonctionner. Mais quelque chose ne tournait pas rond dans la façon dont il était parti si vite. J'ai payé pour une analyse toxicologique sur ce qui me restait. Une brosse pleine de ses cheveux, quelques dents de lait tombées pendant la maladie. Il tremblait en parlant. Il a été empoisonné, et je l'ai compris trop tard. Je n'ai pas eu le temps de poser d'autres questions. Mon téléphone s'est mis à vibrer, c'était le médecin. J'ai décroché en haut-parleur. Oui, les résultats toxicologiques sont arrivés. Votre fille a du méthotrexate et de l'arsenic dans le sang. Elle est victime d'un empoisonnement répété et grave. Nous avons tout recoupé, y compris avec ce que vous nous avez apporté. On retrouve des traces dans les céréales. Amenez-la d'urgence à l'hôpital, on doit la prendre en charge tout de suite. Dale a abattu son poing sur la table après avoir entendu tout ça. Je le savais. J'essaye d'avertir les gens, mais personne ne me croit. Je passe pour un père fou de chagrin. Il s'est mis à pleurer. Ta femme est infirmière. Elle a travaillé en oncologie pédiatrique pendant 5 ans avant de me rencontrer. Elle connaît exactement les doses qui miment le cancer. Il s'est penché vers moi, très sérieux. Il faut qu'on la prenne sur le fait. Installe des caméras, filme tout. Il nous faut une preuve irréfutable, sinon elle s'en sortira encore. Comme pour Tommy. Je suis rentré en courant installer en urgence une caméra cachée dans la cuisine, reliée à mon téléphone. Le lendemain matin, j'ai fait mine de partir travailler, mais j'ai garé la voiture un peu plus loin pour surveiller le flux. J'ai vu ma femme verser des céréales dans le bol préféré de notre fille, fouiller dans le placard, sortir un petit flacon caché dans un paquet de sucre, écraser 2 cachets blancs avec le dos d'une cuillère et saupoudrer le tout sur les céréales avant d'ajouter le lait. Le petit déjeuner est prêt, ma chérie, a-t-elle lancé gaiement. J'ai foncé dans la maison à ce moment-là et j'ai intercepté de justesse la première bouchée de ma fille, renversant le bol qui s'est brisé par terre. Ma femme m'a figé du regard et j'ai su qu'elle avait compris que j'étais au courant. C'est là qu'on a entendu la porte de la cuisine claquer. Dale venait d'entrer, armé, braquant son arme sur ma femme. « Bonjour, Suzanne », a-t-il dit. Elle a pâli, bouleversée. « Dale, comment tu as fait pour me retrouver ? J'attends ce moment depuis trop longtemps. J'ai pris le risque d'avancer. Dale, on a la vidéo maintenant. Laisse la police s'en occuper. » Mais il secouait déjà la tête,
Ils ne m'ont jamais cru quand Tommy est mort. Ils ne te croiront pas non plus. Elle est trop rusée. Ma femme a attrapé notre fille, la retenant comme un bouclier. Tu n'oserais jamais tirer devant un enfant. Regarde-moi bien, a lancé Dale en notant la sécurité. J'ai bondi sur lui de côté, juste au moment où il commençait à appuyer sur la détente. Le coup est parti dans un vacarme assourdissant. La chaleur m'a effleuré la tête. Suzanne a crié, retenant notre fille derrière l'îlot de la cuisine, tandis que Dale et moi chutions au sol, roulant parmi les débris du bol dans une lutte acharnée. Je lui ai saisi le poignet pour écarter l'arme, mais il avait une force insoupçonnée et nous nous sommes débattus, faisant valser une chaise contre le plan de travail. Ma fille hurlait derrière l'îlot, ses sanglots entrecoupés de hoquets étouffés. J'ai réussi à clouer la main de Dale contenant l'arme contre le sol, mais il utilisait son autre bras pour me repousser au visage. Il tenait toujours l'arme, et je savais que s'il la braquait à nouveau sur quelqu'un, tout pouvait dégénérer. J'ai hurlé à ma fille de filer chez les voisins, la gorge nouée par la panique. Elle a lancé un regard apeuré derrière l'îlot, les joues inondées de larmes, le corps secoué de tremblements. Pendant un instant interminable, elle est restée là, figée à nous regarder lutter, et j'ai vraiment cru qu'elle n'arriverait pas à bouger tant elle était tétanisée. Puis d'un coup, elle s'est précipitée vers la porte du fond, ses petits pieds résonnant sur le carrelage. J'ai entendu la porte claquer, puis le bruit de ses baskets sur la terrasse, suivi de sa course dans l'herbe. Dale a tenté de pivoter sous moi pour voir où elle allait, et j'en ai profité pour lui écraser la main au sol une nouvelle fois. L'arme a glissé en direction du frigo, et on s'est tous les deux jetés dessus pour l'attraper. C'est à ce moment-là que les sirènes ont retenti, d'abord au loin, puis de plus en plus proche, cette plainte caractéristique qui ne laisse aucun doute sur l'arrivée de la police. Dale les a entendues lui aussi, ses yeux se sont écarquillés. J'ai compris que mon téléphone devait toujours être dans ma poche depuis mon appel au secours, resté en ligne durant tout ce temps. Ils avaient tout entendu, le coup de feu, nos cris, absolument tout. Dale s'est soudain laissé tomber, stoppant toute résistance, haletant, les yeux rivés vers le plafond là où la balle avait laissé un trou dans le plâtre. Je me suis écarté en vitesse et j'ai ramassé l'arme, la saisissant par la crosse aussi prudemment que possible, même si mes mains tremblaient au point de ne plus réussir à les contrôler. Suzanne était toujours cachée derrière l'îlot, et je l'entendais pleurer, poussant des cris secs et aigus, pareils à ceux d'une bête piégée. Les sirènes sont devenues assourdissantes, juste devant la maison, avant de s'arrêter net. J'ai entendu des portières claquer, puis des bruits de bottes courant dans l'allée. La porte d'entrée a volé en éclats, et les policiers ont envahi la maison, armes sorties, hurlant des ordres à une telle vitesse que je n'en saisissais qu'un mot sur deux. J'ai lâché l'arme aussitôt et levé les mains, criant que j'habitais ici, que ce n'était pas mon arme. Dale avait déjà les mains en l'air, agenouillé par terre, la tête basse, immobile. Les policiers nous sommèrent de nous allonger et je me suis exécuté, le visage collé au carrelage encore collant de lait et de céréales. Mon cœur tapait si fort que je pensais défaillir, et je n'arrêtais pas de répéter qu'il fallait aller voir ma fille chez les voisins, qu'elle était terrifiée. Un policier m'a attrapé les bras pour les passer dans mon dos, mais, contre toute attente, il l'a fait avec douceur. Il m'a aidé à me mettre à genoux, tandis que deux de ses collègues menottaient Dale. Un autre est passé derrière l'îlot, arme pointée sur Suzanne qui sanglotait, secouée de spasmes. J'étais tellement secoué que je peinais à rester debout, même soutenu par le policier. Je n'arrêtais pas, presque machinalement, de demander si ma fille était chez les voisins, incapable de penser à autre chose. Celui qui me tenait a parlé dans sa radio, puis il m'a dit que ma fille allait bien. Une policière arrivée par la porte arrière a confirmé qu'elle était en sécurité chez les voisins, qu'une ambulance l'examinait. J'ai senti mes jambes se dérober de soulagement et le policier a dû me rattraper. On a passé les menottes à Suzanne, toujours en pleurs, débitant à toute vitesse que tout ça était un énorme malentendu, jurant que Dale était fou, qu'il avait débarqué chez nous et qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle avait pris cette voix douce dont elle se servait d'habitude avec notre fille, ce qui me rendait malade. Les policiers ignoraient ses justifications et l'ont emmenée vers l'entrée. Elle continuait pourtant de protester. D'autres agents affluaient encore. La maison grouillait d'uniformes, certains photographièrent le plafond troué et le bol brisé par terre. En moins de 15 minutes, un inspecteur est arrivé et a repris les choses en main. Il avançait avec calme, maîtrisé, indifférent à l'agitation générale, comme s'il avait tout le temps du monde. Quelqu'un m'a soufflé son nom, inspecteur Dexter Townsend, et il m'a aussitôt demandé de lui montrer la vidéo sur mon téléphone. Les agents de la police scientifique prenaient des photos et plaçaient des petits marqueurs jaunes à côté de l'arme retrouvée dans la boîte de céréales. J'ai sorti mon téléphone, les mains tremblantes à en faire tomber l'appareil en essayant de le déverrouiller. J'ai retrouvé la vidéo et je l'ai lancée pour Dexter, tenant le téléphone entre nous. Il a regardé la scène où Suzanne préparait les céréales, fouillait le placard, sortait le flacon d'ordonnance, écrasait les comprimés, les mélangeait au lait.
Sa mâchoire s'est contractée durant le visionnage, puis il m'a demandé de relancer la vidéo. La deuxième fois, il s'est penché pour examiner chaque geste de Suzanne. Une fois terminé, il a appelé un technicien afin de transférer la vidéo tout de suite. Ils ont placé mon téléphone sous scellé et m'ont remis un reçu. Dexter m'a ensuite conduit dans le salon pendant que Suzanne était emmenée vers une voiture de police. Je la voyais par la fenêtre, encore en train de pleurer et de parler aux agents, qui l'ignoraient. Dexter s'est assis en face de moi, puis il m'a demandé de tout reprendre depuis le début. J'ai commencé par ce rendez-vous à l'hôpital, où le nouveau médecin nous avait annoncé que ma fille n'avait jamais eu de cancer. Tout s'est mis à sortir d'un seul coup. Je passais du coq à l'âne, mais Dexter prenait des notes, hochait la tête, posait des questions qui remettaient mes idées en place. Je lui ai parlé des posts de Dale sur les réseaux sociaux, de notre rencontre au McDo, de Tommy, de l'appel du médecin pour les résultats toxicaux, de la caméra cachée. Dexter notait tout et faisait tourner un petit enregistreur posé sur la table basse. Lorsque je suis arrivé au matin même et à la vidéo de Suzanne en train d'empoisonner les céréales, il a levé les yeux, a posé son stylo et m'a observé un long moment. J'ai terminé en expliquant comment j'avais foncé pour renverser le bol avant que ma fille n'avale quoi que ce soit, puis ce qui s'était passé avec Dale et son arme. Dexter m'a posé ensuite des questions précises sur la formation d'infirmière de Suzanne et sur son accès aux médicaments au travail. Je lui ai raconté tout ce que je savais, ce qui n'était pas grand-chose puisqu'elle évoquait rarement son boulot. Par la fenêtre, j'ai aperçu Dale que les policiers faisaient monter dans une autre voiture, sans qu'il oppose la moindre résistance. Dexter a remarqué que j'observais la scène et m'a expliqué que Dale était placé en garde à vue à titre préventif, étant donné qu'il avait apporté une arme et proféré des menaces. Il a ajouté que Dale risquait des poursuites pour port d'armes, mais qu'il comprenait malgré tout sa démarche. J'ai vu Dale, assis à l'arrière du véhicule, la tête basse, épaules voûtées. Dexter a précisé qu'il ne cherchait pas à résister, voire qu'il semblait soulagé, comme si un fardeau qu'il portait depuis des années venait enfin de tomber. Un policier m'a finalement informé que je pouvais rejoindre ma fille chez les voisins, et j'ai filé dehors, traversant la pelouse d'un bond. Madame Chen m'a ouvert la porte avant même que je ne toque, et ma fille, cachée derrière elle, s'est jetée dans mes bras en larmes. Je me suis agenouillé pour la serrer contre moi pendant qu'elle pleurait toutes les larmes de son corps, secouée de sanglots. Madame Chen, qui vit seule et n'est plus toute jeune, avait elle aussi l'air bouleversée. Ses mains tremblaient alors qu'elle me demandait si tout allait bien. Je l'ai rassurée et chaudement remerciée d'avoir veillé sur ma fille. Elle s'est contentée de sourire discrètement en me disant qu'elle était ravie d'avoir pu aider. Impossible de détacher ma fille de mes bras. Elle répétait sans cesse les mêmes questions, voulait comprendre ce qui s'était passé et où était sa mère. Je lui ai assuré que tout allait rentrer dans l'ordre. Le secouriste qui l'avait examinée est revenu pour demander à la revoir. J'ai acquiescé tout en gardant sa petite main dans la mienne. Il a vérifié son pouls, examiné ses yeux, écouté sa respiration à l'aide de son stéthoscope, puis m'a annoncé que ses constantes étaient stables, mais qu'il conseillait une hospitalisation par précaution, vu les circonstances. J'ai accepté sans hésiter, j'ai pris ma fille dans mes bras, même si elle devenait un peu grande pour ça, et elle a enfoui son visage contre mon cou en m'étreignant fort, ses larmes continuant de mouiller mon col. Madame Chen nous a accompagnés jusqu'à la voiture. Elle m'a aidé à installer ma fille à l'arrière et m'a glissé. N'hésitez pas à m'appeler si besoin. En route vers les urgences, ma fille me bombardait de questions. Pourquoi on doit y aller? Est-ce qu'ils vont encore me piquer? Je tentais de rester rassurant et lui répondais « Les médecins veulent juste s'assurer que tu vas mieux. Ils sont là pour t'aider. » Dès notre arrivée, le docteur Sanford nous attendait déjà à l'entrée, comme s'il avait anticipé notre venue. Il nous a menés sans détour dans une chambre privée et s'est mis d'emblée à préparer une perfusion, pendant qu'une infirmière déposait des poches de solution. Il m'a expliqué qu'il fallait éliminer les toxines et lancer au plus vite un traitement contre les effets du méthotrexate et de l'arsenic. Ma fille, en voyant le matériel médical, s'est effondrée en larmes et a tenté de se réfugier derrière moi, tétanisée par ses aiguilles et ses machines qu'elle ne supportait plus après des mois passés à subir des examens, convaincue d'être malade. Elle répétait « Où est maman ? Pourquoi ça m'arrive ?» Et j'étais incapable de trouver les mots. Comment lui dire à 7 ans que sa mère l'empoisonnait? Impossible. J'ai simplement serré sa main et promis « Tu verras, tu iras vite mieux et les médecins prendront soin de toi. » Le docteur Sanford, d'une patience infinie, a posé la perfusion tout en douceur. Ma fille me broyait la main, mais je ne l'ai pas lâchée une seconde. L'infirmière s'affairait autour des moniteurs et ma fille sursautait au moindre bip. C'est alors qu'une femme élégante a fait son entrée et s'est présentée. Je m'appelle Catherine Bishop, je travaille au service social de l'hôpital. Elle m'a proposé de sortir discuter un instant. J'ai répondu d'un regard vers ma fille, qui commençait à se calmer, puis je l'ai suivie juste devant la chambre pour ne pas la perdre de vue.
Catherine m'a expliqué que les services de protection de l'enfance avaient été informés et allaient désormais prendre le relais. Elle parlait doucement, mais avec sérieux. C'est la procédure dès lors qu'un parent blesse volontairement son enfant. J'ai senti mon estomac se nouer, conscient que ça signifiait de nouveaux entretiens, des questions, des suspicions. Devant mon air inquiet, Catherine a ajouté « C'est pour assurer la sécurité de votre fille, rien d'autre ». Elle m'a informé qu'un travailleur social viendrait le lendemain pour nous rencontrer. J'ai acquiescé, même si tout se bousculait dans ma tête. De retour auprès de ma fille, l'infirmière m'a remis un dossier de consentement pour les soins. J'ai eu toutes les peines du monde à le lire, bouleversé par ce qui venait de se passer en si peu de temps. Mes mains tremblaient, tant que j'avais du mal à signer, comme un enfant qui gribouille. Catherine s'est approchée, a stabilisé la planche d'écriture pour m'aider et m'a assuré qu'elle repasserait régulièrement. Ma fille, allongée sous la perfusion, avait l'air minuscule et perdue. Je me suis assis à côté d'elle, lui ai pris la main et dit « Je reste près de toi ». Dans la soirée, l'inspecteur Dexter est revenu à l'hôpital pour recueillir ma déposition officielle. Il transportait des sacs de scellés où l'on distinguait la boîte de céréales et le flacon de médicaments, retrouvés exactement là où Suzanne avait l'habitude de les dissimuler derrière le sucre. Dexter a posé un dictaphone sur la table et m'a demandé « Reprenez tout depuis le début, racontez-moi ». Je me suis lancé, déroulant la chronologie depuis la consultation chez la nouvelle oncologue qui m'avait appris que ma fille n'avait jamais eu de cancer. Les mots sortaient pêle-mêle. J'allais d'un souvenir à l'autre, mais Dexter suivait, prenant des notes. Il m'a demandé de reprendre calmement, étape par étape, alors j'ai tout recommencé, évoqué les résultats d'analyse, la rencontre avec Dale au McDonald's, mes découvertes sur Tommy et la caméra qui avait surpris Suzanne en flagrant délit ce matin-là. Dexter notait tout, m'interrogeait sur la formation d'infirmière de Suzanne et sur l'accès qu'elle avait aux médicaments dans son service. Je lui explique qu'avant notre rencontre, elle avait travaillé 5 ans en oncologie pédiatrique et savait parfaitement quels médicaments pouvaient provoquer des symptômes semblables à ceux du cancer. Il note tout ce que je dis, puis me redemande depuis combien de temps les symptômes duraient et quel médecin nous avions consulté. Quand j'ai terminé, Dexter m'annonce « Suzanne est placée en détention provisoire, sans possibilité de libération, pour tentative de meurtre. » Ces mots me frappent de plein fouet, même si au fond je m'y attendais. Il poursuit. Dale est en garde à vue pour détention d'armes, mais il coopère pleinement avec l'enquête. Dexter m'explique que le procureur souhaitera me voir dès demain pour échanger sur le dossier et la suite de la procédure. Il précise, nous avons des preuves solides, la vidéo, les objets saisis et le témoignage de Dale au sujet de Tommy. Je lui demande ce qui va se passer maintenant et il me répond simplement, concentrez-vous sur la guérison de votre fille, nous nous occupons du reste. Avant de partir, il me redonne sa carte et insiste. Appelez-moi directement si un souvenir vous revient ou si quelque chose vous paraît suspect. Cette nuit-là, j'essaie de dormir sur la chaise à côté du lit d'hôpital de ma fille, mais je sursaute au moindre bip du moniteur. Ma fille est agitée et fiévreuse à cause du traitement. Elle ne cesse de se tourner sous les draps. Toutes les quelques minutes, je me lève pour vérifier qu'elle respire bien. Les infirmières passent régulièrement vérifier ses constantes et ajuster sa perfusion. Et à chaque fois, ma fille se réveille, perdue et terrifiée. Vers 3 heures du matin, elle finit par sombrer dans un sommeil plus profond et je la regarde respirer à la lumière tamisée des moniteurs, incapable de chasser de mon esprit l'idée que nous avons failli la perdre, ni de me pardonner de n'avoir rien vu de ce que Suzanne faisait sous mes yeux depuis des mois. Le soleil du matin me réveille à travers les stores de la chambre et je réalise que j'ai dû dormir à peine 2 heures. Une femme élégamment habillée d'un tailleur gris frappe à la porte, se présente. Je m'appelle Priscilla Robertson. Je travaille pour les services de protection de l'enfance. Elle tire une chaise près de la mienne, pose un dossier sur ses genoux et m'explique qu'elle doit m'interroger sur les événements et s'assurer que ma fille sera en sécurité désormais. J'acquiesce d'un signe de tête et elle commence à poser des questions sur notre vie à la maison, le comportement de Suzanne et la durée des symptômes. Je réponds du mieux et du plus honnêtement possible, puis je lui montre sur mon téléphone la vidéo où l'on voit Suzanne écraser des comprimés dans les céréales. Priscilla la visionne 2 fois et prend soigneusement des notes. Elle m'explique qu'elle devra interroger ma fille séparément lorsqu'elle ira mieux, et mon estomac se serre à l'idée que des inconnus puissent l'interroger là-dessus. Priscilla perçoit sans doute mon angoisse, car elle me rassure aussitôt. Un psychologue pour enfants sera présent, et tout se fera avec beaucoup de délicatesse. Elle referme son dossier et m'annonce qu'elle reviendra demain pour prendre de nos nouvelles, avant de quitter discrètement la pièce. Vers midi, un employé de l'hôpital m'emmène dans une petite salle de réunion où m'attend Celia Sharma, l'assistante du procureur, entourée de dossiers éparpillés. Elle est plus jeune que je ne l'aurais cru, mais son regard est perçant,
et elle ne perd pas de temps avant d'exposer toutes les preuves recueillies jusqu'ici. Elle m'explique que le passé d'infirmière de Suzanne renforce leur dossier, car cela prouve qu'elle savait précisément ce qu'elle faisait et que tout était prémédité. Celia me demande si je connaissais Dale et son fils Tommy avant cette histoire. Je raconte comment j'ai découvert Dale à travers les commentaires furieux qu'il laissait sur la page de collecte de fonds de Suzanne et notre rencontre au McDonald's où il m'a confié que son fils avait lui aussi été intoxiqué. Celia prend note et m'explique que le dossier de Dale va permettre d'établir un schéma aggravant la perception des actes de Suzanne devant le tribunal. Elle précise que le procès n'aura pas lieu avant plusieurs mois, mais qu'il dispose de suffisamment de preuves pour que Suzanne reste en détention provisoire, sans possibilité de libération sous caution. Une fois l'entretien terminé, je retourne auprès de ma fille dans sa chambre, où le docteur Sanford vérifie ses constantes. Il m'annonce que le traitement porte ses fruits et que le taux de toxines diminue, mais qu'elle devra rester hospitalisée au moins 1 semaine, peut-être plus. Son foie et ses reins ont beaucoup souffert de ces mois d'empoisonnement. Il faudra la surveiller étroitement pour éviter toute séquelle irréversible. Je le remercie. Il me tapote l'épaule avant de quitter la pièce. Je m'éclipse dans le couloir pour prévenir mon patron que je ne pourrai pas reprendre le travail avant un bon moment. Il se montre compréhensif et m'encourage à prendre tout le temps qu'il me faudra, mais son ton laisse percevoir son inquiétude sur la durée de mon absence. L'argent manquait déjà avant tout ça, et à présent je n'ai aucune idée de la manière dont nous allons régler toutes ces factures médicales qui s'entassent. Je raccroche, puis retourne près de ma fille qui commence à émerger. Elle regarde autour d'elle, déboussolée, puis demande où est maman. Mon cœur se serre alors que je m'assieds sur le bord de son lit, cherchant comment annoncer à un enfant que sa mère a failli la tuer. Je lui explique aussi doucement que possible que sa maman la rendait malade et que c'est pour cela qu'elle doit rester à l'hôpital pour se rétablir. Elle me fixe, les yeux écarquillés, pleine d'incompréhension et d'un sentiment proche de la trahison. Elle secoue la tête et murmure « Maman s'occupait de moi, elle-même, elle ne me ferait jamais de mal. » Je ne la contredis pas, je ne discute pas, car je sais que c'est inimaginable pour elle, surtout maintenant. Je la prends simplement dans mes bras alors qu'elle pleure, se balançant d'avant en arrière, appelant sa mère encore et encore. Une infirmière entre pour prendre des nouvelles, mais repart aussitôt en voyant ma fille en pleurs. Il lui faut presque 1 heure pour s'endormir d'épuisement, le visage encore mouillé de larmes. Plus tard dans l'après-midi, mon téléphone sonne. C'est le détective Dexter qui m'appelle pour m'informer des dernières avancées. Il m'explique qu'ils ont perquisitionné la maison ce matin et découvert d'autres éléments qui lui ont retourné l'estomac. Suzanne tenait un journal dissimulé dans le placard de la chambre où elle notait scrupuleusement chaque symptôme constaté chez notre fille et ajustait les doses de poison en fonction des résultats. Ils ont aussi trouvé une seconde réserve de médicaments cachée dans une boîte de tampons au fond du meuble de la salle de bain. La voix de Dexter laisse transparaître son dégoût quand il m'explique comment il a découvert, en lisant les carnets de Suzanne, qu'elle avait fait des calculs précis pour maintenir ma fille malade sans aller jusqu'à la tuer. Il précise que l'ensemble des documents a été envoyé à un expert médico-légal en toxicologie pour analyse et qu'il me rappellera dès qu'ils auront du nouveau. Je le remercie avant de raccrocher, écœuré à l'idée que Suzanne ait pu transformer ses agissements en une sorte d'expérience malsaine. Le lendemain, Dexter me recontacte pour m'annoncer que le toxicologue, Lucius Pendleton, a fini d'examiner toutes les preuves. Lucius confirme que la stratégie adoptée correspond exactement à un cas de syndrome de Munchausen par procuration. Il s'agit, au fond, de rendre délibérément malade un proche pour attirer l'attention et la compassion. Il a découvert que Suzanne savait parfaitement ce qu'elle faisait et qu'elle avait soigneusement dosé l'empoisonnement de manière à reproduire des symptômes proches d'un cancer, sans risquer de tuer ma fille trop vite. Lucius témoignera au procès pour expliquer comment Suzanne s'est servie de ses connaissances médicales afin de maximiser la souffrance, tout en maintenant une apparence irréprochable pendant des mois. Dexter veut me rassurer. Avec ces éléments, plus la vidéo et le témoignage de Dale concernant Tommy, il dispose d'un dossier particulièrement solide. Après l'appel, je reste assis là, sur une chaise d'hôpital, à regarder ma fille dormir paisiblement pour la première fois depuis des mois. Je n'arrive pas à me sortir de la tête la pensée que nous avons vraiment frôlé le pire. 2 jours plus tard, alors que j'aide ma fille à son déjeuner dans sa chambre, mon téléphone sonne. C'est Dexter qui m'annonce qu'un représentant du cabinet d'avocats de Dale souhaite me faire passer un message. Dale souhaite présenter ses excuses d'avoir amené une arme et mis la vie de ma fille en danger le jour de la confrontation. Je resserre le téléphone dans ma main et réponds à Dexter que je ne suis pas prêt à parler à Dale, trop en colère encore contre ce qui a failli arriver. Et si l'arme avait fait feu dans une autre direction? Et si ma fille avait été touchée? Si tout s'était arrêté là, dans notre propre cuisine? Dexter comprend et me promet de transmettre ma réponse à l'avocat, puis il s'enquiert de l'état de ma fille. Je lui explique qu'elle mange mieux aujourd'hui
et que les médecins sont satisfaits de ses progrès. Une fois l'appel terminé, j'observe silencieusement ma fille qui s'amuse avec sa purée de pommes de terre, réalisant que je dois à présent me concentrer sur sa guérison et non sur ma rancœur envers Dale. Le lendemain après-midi, Priscilla réapparaît, cette fois accompagnée d'une femme qu'elle présente comme Autumn Townsend. Psychologue pour enfants, elle travaille avec l'aide sociale à l'enfance dans les situations de traumatisme. Autumn a un regard plein de douceur et s'adresse à moi d'une voix rassurante en m'expliquant qu'elle doit s'entretenir en privé avec ma fille afin d'évaluer son état psychologique et ce qu'elle a compris de ce qui s'est passé. Je n'ai aucune envie de laisser ma fille seule, mais Priscilla me murmure « C'est la procédure, et c'est important pour la suite de l'enquête ». Une infirmière m'emmène alors jusqu'à la salle d'attente tout au bout du couloir où je tourne en rond en jetant de constants coups d'œil à ma montre. L'entretien s'éternise plus d'1 heure et je finis par user le linoléum du couloir tant mon inquiétude ne me laisse aucun répit. D'autres familles traversent le service, me lançant parfois des regards compatissants que je remarque à peine tant je suis absorbé par tout ce que ma fille pourrait raconter à Autumn, affolée qu'elle ait peur, qu'elle se sente perdue ou coupable. Finalement, la porte s'ouvre. Autumn réapparaît, l'air grave et fatigué. Elle me demande si nous pouvons nous isoler un instant, puis m'emmène dans un petit bureau où nous prenons place face à face. Autumn croise les mains sur la table et m'explique posément que ma fille présente des signes d'attachement traumatique vis-à-vis de Susan. Elle précise que chez les enfants victimes de maltraitance parentale, il est très fréquent de voir cohabiter amour, dépendance et incompréhension face à la souffrance qui leur est infligée. Ma fille devra entamer une thérapie approfondie pour parvenir à assimiler ce qui s'est passé et rebâtir un sentiment de sécurité. Autumn recommande au moins 6 mois de séances hebdomadaires, possiblement davantage selon le rythme de sa reconstruction. Je lui demande si ma fille arrivera vraiment à s'en sortir. Autumn me répond que la plupart y parviennent, à condition d'être bien accompagnés, mais que le chemin sera long et qu'il me faudra faire preuve de patience. Quelques jours plus tard, je retrouve Catherine à la cafétéria de l'hôpital. Je fixe distraitement ma tasse de café, tandis qu'elle s'installe et sort un dossier bourré de papiers. Elle m'explique vouloir m'aider à faire une demande d'aide financière d'urgence, ainsi qu'une indemnisation en tant que victime. Les frais médicaux s'accumulent déjà, et je ne sais pas du tout comment je vais m'en sortir, en plus du reste. Catherine me guide patiemment dans chaque formulaire, m'indique où apposer ma signature et quel justificatif préparer. Elle me rassure, il existe des solutions, il ne faut surtout pas hésiter à demander de l'aide. Je me laisse submerger par la montagne de paperasse et le jargon administratif, mais je remplis les papiers du mieux que je peux pendant qu'elle m'en explique chaque étape. Elle ajoute que l'hôpital bénéficie d'un programme de soutien financier couvrant une partie des frais, et que le fonds d'indemnisation des victimes complétera l'aide une fois que l'affaire pénale sera jugée. Ce soir-là, un appel venu d'un numéro inconnu d'un autre département me surprend. Je décroche et reconnais la mère de Suzanne, la voix tremblante, qui m'apprend qu'elle vient seulement de découvrir l'arrestation. Elle insiste en expliquant qu'il s'agit sûrement d'une erreur, que Suzanne n'aurait jamais fait de mal à qui que ce soit, et encore moins à son propre enfant. Je sens la colère m'envahir, alors que je lui expose froidement que des vidéos montrent Suzanne en train d'empoisonner les céréales et que les rapports toxicologiques confirment des mois d'empoisonnement systématique. Elle tente de minimiser, suggérant que Suzanne a pu être perdue ou qu'il s'agit sans doute d'une confusion ou d'une mauvaise manipulation de médicaments. Je ne supporte plus d'écouter ces dénégations et je la coupe, affirmant que les preuves sont irréfutables, puis je raccroche. Je suis pris de tremblements, furieux d'entendre encore quelqu'un défendre Suzanne alors que ma fille a échappé de peu à la mort à cause d'elle. 3 semaines passent avant que Célia ne m'appelle avec des nouvelles du grand jury. Elle me paraît satisfaite et m'annonce que Suzanne est officiellement poursuivie pour plusieurs chefs d'accusation, notamment tentative de meurtre, maltraitance sur mineurs et escroquerie liée à la collecte de fonds. La date du procès est fixée dans 4 mois, ce qui nous laisse le temps de rassembler toutes les preuves et de préparer les témoignages comme il se doit. Célia m'explique que ce délai permettra aussi à ma fille de reprendre des forces avant de devoir affronter la pression de l'audience. Une part de moi aimerait que tout soit déjà derrière nous, mais une autre se sent soulagée d'avoir ce délai pour constituer un dossier solide. Célia m'assure que nous avons des preuves irréfutables et qu'elle est confiante quant à la condamnation de Suzanne. Mais l'attente est insupportable et je brûle d'impatience qu'elle réponde enfin de ses actes. Au fil de la semaine, l'état de ma fille s'améliore doucement, presque miraculeusement après des mois de dégradation. Son visage retrouve des couleurs, son appétit revient peu à peu, elle réclame du rab à table et termine ses assiettes sans plus jouer avec la nourriture.
Lors de sa visite matinale, le docteur Sanford l'ausculte et se montre prudemment optimiste, tout en insistant sur la nécessité de surveiller à long terme son foie et ses reins, car l'empoisonnement pourrait avoir laissé des séquelles qui n'apparaîtraient que plus tard. Malgré cette menace qui plane, la voir assise sur son lit, en train de colorier avec le sourire, me rend espoir pour la première fois depuis des semaines. Quelques jours plus tard, Dexter passe à l'hôpital avec une enveloppe soi-disant remise par Dale. J'hésite mais je la prends, puis j'attends d'être seul pour l'ouvrir. À l'intérieur, je découvre une lettre manuscrite dans laquelle Dale présente ses excuses et confie sa douleur depuis la perte de Tommy. Il écrit qu'il aurait dû passer par la police il y a des années au lieu de poster des avertissements en ligne que personne n'a pris au sérieux et raconte qu'il s'est laissé envahir par la colère et le désespoir en voyant Suzanne s'en tirer après la mort de son fils, incapable de supporter l'idée que la même tragédie se reproduise. Sa lettre est brute, poignante, on sent sa détresse à chaque phrase. Il admet avoir eu tort de venir avec une arme et se dit soulagé que personne n'ait été blessé par sa faute. Il espère que ma fille se rétablira totalement et que, peut-être, je finirai par lui pardonner de l'avoir mise en danger. Je garde sa lettre 2 jours, puis j'y réponds en lui disant que je ne suis pas prête à pardonner son intrusion chez nous armée ni ses menaces, surtout devant ma fille, mais que je reconnais aussi qu'il a tout fait pour alerter les gens malgré l'indifférence générale et que sans ces mises en garde, je n'aurais sans doute pas découvert la vérité. Je lui parle des progrès de ma fille, de ses forces retrouvées petit à petit, et je le remercie pour sa persévérance, même si ses méthodes ont été dangereuses et impardonnables. Je ne sais pas si nous serons un jour capables de devenir amis, mais je comprends l'ampleur de sa souffrance et son besoin d'empêcher que d'autres vivent la même chose. Je confie ma réponse à Dexter, espérant qu'elle lui apportera un peu d'apaisement. La semaine d'après, Priscilla termine son évaluation et me donne rendez-vous pour en discuter. Elle s'installe en face de moi dans une salle de réunion à l'hôpital et passe ses conclusions en revue. Elle préconise que je garde la garde exclusive, avec des droits de visite encadrés si jamais Suzanne est un jour libérée, soulignant que j'ai fait preuve de discernement et de responsabilité face à la crise. Priscilla a confiance en mes capacités de parent, mais souhaite organiser des suivis réguliers sur l'année à venir pour vérifier que ma fille bénéficie de l'accompagnement et des soins appropriés. Son rapport partira au tribunal et servira dans la procédure de garde, en parallèle du procès pénal. Un immense soulagement m'envahit à l'idée que Priscilla recommande que ma fille reste avec moi. Perdre sa garde, après tout ce que nous avons traversé, aurait été une catastrophe de trop. 3 jours plus tard, l'hôpital commence à préparer la sortie à la suite d'analyses très encourageantes. Catherine me retrouve dans une petite salle de réunion et étale devant moi une pile de documents à signer. Elle m'explique que ma fille devra recevoir 2 visites à domicile par semaine durant le 1er mois pour que l'on surveille sa convalescence. J'enchaîne les signatures pendant qu'elle passe des coups de fil pour caler les rendez-vous chez les spécialistes. Un néphrologue, un hépatologue et une nutritionniste qui aidera ma fille à reprendre des forces. Tout est inscrit sur un calendrier, coloré et détaillé, que Catherine m'imprime en surlignant chaque rendez-vous d'une couleur. Elle prend le temps de m'expliquer examen après examen pendant que je prends note, un peu submergé par l'ampleur de l'organisation. Elle me remet aussi une liste de numéros d'urgence et insiste pour que je rappelle au moindre doute. Avant notre départ, Autumn passe dans la chambre avec une pochette de documents et s'installe au bord du lit pour discuter de la suite. Elle m'explique que ma fille aura besoin d'un soutien psychologique pour surmonter l'épreuve, que les séquelles des traumatismes se manifestent très différemment chez les enfants. Elle me remet une liste de signes à surveiller: cauchemars, pertes ou regain d'appétit, peurs inexpliquées, comportements régressifs, et recommande une thérapie hebdomadaire chez un spécialiste du traumatisme pédiatrique. Elle me suggère également de ne pas négliger mon propre suivi, car vivre ce que nous avons traversé laisse forcément des traces. Je lui promets que je m'en occuperai, même si, en réalité, je n'aspire qu'à rentrer chez moi et protéger ma fille. Catherine revient avec les dernières instructions, nous aide à boucler nos affaires et nous quittons enfin l'hôpital. Sur le trajet jusqu'à la voiture, ma fille ne dit pas un mot et serre ma main si fort que j'en ai les doigts engourdis. Le retour à la maison a un goût étrange après tout ce temps à l'hôpital. En arrivant devant la porte, tout paraît normal, et pourtant mes mains tremblent au moment d'insérer la clé. À l'intérieur, la maison est d'une propreté presque irréelle. Les équipes de police scientifiques sont passées par là et tout a été nettoyé jusqu'au moindre éclat de verre. En levant les yeux, j'ai aussitôt remarqué le trou de balle dans le plafond, juste au-dessus de l'endroit où Dale s'était tenu. Ma fille l'a vu aussi et s'est figée sur place. J'ai voulu lui cacher la vue, mais il était trop tard, elle était déjà livide. Je lui ai dit qu'on n'était pas obligé de rester et, dans ma tête, je me demandais à quelle vitesse je pourrais nous trouver un nouveau logement. Cette maison était devenue impossible à habiter, trop marquée par de mauvais souvenirs. Chaque pièce me rappelait ce que Suzanne avait fait et à quel point on était passé près du drame.
J'ai décidé sur le moment qu'il fallait partir, et vite. Dès lors, ma fille ne me lâchait plus d'une semelle, me suivant partout où j'allais, même pour les choses les plus banales. Même quand j'allais aux toilettes, elle m'attendait devant la porte. Quand je devais retourner dans ma chambre chercher quelque chose, elle me suivait. Au dîner, j'ai préparé des pâtes, mais elle restait là, à fixer son assiette sans toucher à rien. Elle m'a demandé si c'était sûr de manger et j'ai compris qu'elle avait peur que je veuille l'empoisonner aussi. J'ai dû lui montrer chaque ingrédient, ouvrir les paquets devant elle, cuisiner sous ses yeux. Malgré ça, elle n'a presque rien mangé. Le lendemain matin, pendant que je préparais le petit déjeuner, Dexter a appelé. Il m'a annoncé que l'ancien employeur de Suzanne, au service pédiatrique, avait enfin répondu à ses demandes. Ils ont confirmé que Suzanne avait été invitée à démissionner 3 ans plus tôt à cause de soupçons sur son comportement avec certains enfants. Dexter m'a dit que l'hôpital avait d'abord refusé d'entrer dans les détails, puis avait fini par reconnaître que plusieurs infirmières s'étaient plaintes de la façon dont Suzanne passait beaucoup trop de temps avec certains petits patients. Rien n'avait été consigné officiellement, ni signalé aux autorités. Il l'avait juste laissé filer sans faire de vagues. À mesure que Dexter racontait, la colère me montait. Comment avait-il pu laisser partir Suzanne sans chercher à comprendre, sans enquêter sur elle? S'il s'était donné la peine, peut-être aurait-il découvert ce qui était arrivé à Tommy. Peut-être aurait-il pu empêcher qu'elle s'en prenne à ma fille. Dexter m'a expliqué qu'ils envisagèrent d'engager la responsabilité de l'hôpital, mais que sa priorité restait de boucler l'enquête pénale contre Suzanne. Il m'a bien conseillé de ne surtout pas contacter l'hôpital, pour ne pas risquer de compromettre la procédure. Une semaine plus tard, Celia m'a appelé pour me demander de passer à son bureau afin de préparer le procès. J'ai laissé ma fille à Madame Chen, la voisine, et je me suis rendu en centre-ville. Son bureau était minuscule et encombré de dossiers. Elle a dégagé une chaise pour moi, puis m'a expliqué que je devrais témoigner sur tout ce que j'avais vu et compris. On a passé 3 heures à passer mon témoignage au peigne fin. Celia me posait des questions, je répétais les réponses. Elle m'entraînait à rester calme, à m'en tenir au fait devant la barre. Elle m'a prévenu que l'avocat de Suzanne essaierait de me décrédibiliser, de semer le doute sur ma version. On a recommencé encore et encore, jusqu'à ce que je parvienne à tout raconter sans laisser mes émotions déborder. Selon Celia, les preuves vidéo étaient déjà accablantes, mais mon témoignage aiderait les jurés à mesurer l'ampleur de ce que Suzanne avait fait. Pendant cette même semaine, Dexter est passé m'annoncer que Dale avait accepté un accord, une mise à l'épreuve et un suivi psychologique obligatoire en échange de son témoignage contre Suzanne. Dexter m'a dit que Dale regrettait amèrement d'avoir amené l'arme et qu'il tentait désormais d'aider l'enquête. Les détails que Dale a donnés sur l'affaire de Tommy montrèrent de façon incontestable comment procédait Suzanne et rendaient le dossier contre elle encore plus solide. J'étais toujours partagé à son sujet, mais je voyais qu'il voulait réparer ce qu'il avait fait. 2 semaines après notre retour de l'hôpital, ma fille a eu sa première séance de thérapie avec Autumn. Je l'ai conduite au cabinet, puis j'ai attendu, tendu, dans la salle d'attente, surveillant nerveusement l'horloge. Après près d'1 heure, ma fille est sortie, épuisée mais plus apaisée. Autumn l'a raccompagnée et m'a adressé un regard rassurant, puis a fixé un autre rendez-vous pour la semaine suivante. Sur le chemin du retour, ma fille est restée silencieuse, mais elle m'a tenu la main. C'est à ce moment que les factures médicales sont tombées, toujours plus nombreuses. Toutes les 2 ou 3 jours, de nouvelles enveloppes arrivaient, détaillant des frais d'urgence, d'hospitalisation, d'analyse, de médicaments. J'avais épuisé tous mes congés, tous mes jours de vacances. L'argent récolté lors de la collecte organisée par Suzanne avait été bloqué comme preuve, donc impossible d'y toucher pour régler quoi que ce soit. J'ai dû déposer une demande d'aide sociale, remplir des dossiers pour avoir des tickets alimentaires et tenter d'étaler le paiement des soins médicaux. Le stress financier s'ajoutait à tout le reste et je passais mes nuits à faire des calculs, obsédé à l'idée de savoir comment on allait tenir les prochains mois. Quelques semaines plus tard, Celia m'a appelé pour m'annoncer que la date du procès était fixée à 2 mois plus tard et que je devais m'y préparer. Le temps a filé dans un tourbillon de préparatifs, d'angoisse et de rendez-vous. J'emmenais ma fille chez la psychologue 2 fois par semaine et je la voyais lentement redevenir elle-même, retrouver un peu de confiance. Elle me posait beaucoup de questions sur le procès et je faisais de mon mieux pour lui répondre de façon claire sans l'effrayer davantage. Le jour où tout a commencé, je l'ai laissée chez Madame Chen et j'ai pris la route du tribunal, les mains tremblantes. La salle d'audience était plus petite que ce que j'imaginais, remplie d'étrangers. Je me suis installé derrière Celia, à la table du procureur, tentant de respirer normalement. La sélection du jury a duré 2 jours, puis le vrai procès a commencé. Celia a d'abord montré les vidéos, le silence s'est fait, tout le monde avait les yeux rivés sur l'écran, où l'on voyait Suzanne écraser les comprimés et les mélanger dans le bol de céréales. Certains jurés avaient l'air au bord de la nausée. Ensuite, les médecins ont témoigné sur l'empoisonnement
et ce qu'avait subi le corps de ma fille. Le docteur Sanford a pris la parole pour détailler l'ampleur des dégâts aux organes et les mois de souffrance évitables qu'elle avait endurés. J'ai dû sortir 2 fois de la salle d'audience, incapable d'affronter une nouvelle fois tous ces détails insoutenables. Au 3e jour, Dale a pris la parole. Il nageait littéralement dans son costume trop grand, ses mains tremblaient lorsqu'il a levé la main pour prêter serment. Quand Celia l'a interrogé sur Tommy, sa voix s'est brisée au moment de raconter les derniers jours de son fils. Il a évoqué la chute des cheveux, la fatigue, et puis surtout la façon déchirante dont Tommy le suppliait de mettre fin à sa souffrance. Les jurés étaient bouleversés. Dale a raconté comment il avait compris trop tard que son fils était empoisonné, et ses tentatives désespérées pour alerter les autres au sujet de Suzanne, en vain. Les gens ne l'avaient pas cru. Ensuite, Lucius s'est adressé au jury pour présenter les résultats toxicologiques. À grand renfort de graphiques et de schémas, il a démontré que Suzanne avait tout orchestré avec une précision clinique, exploitant ses connaissances médicales pour infliger un maximum de douleur, tout en donnant l'illusion de simples symptômes liés au cancer. Il a insisté sur la préparation minutieuse, expliquant que Suzanne savait exactement ce qu'elle faisait. Les jurés prenaient des notes, visiblement choqués, plusieurs la colère au visage. Le 4e jour, Suzanne est venue témoigner, contre l'avis de Fletcher qui essayait clairement de l'en dissuader. Elle a tenu bon, vêtue sobrement, sa voix douce à la barre, affirmant n'avoir cherché qu'à aider sa fille, disant que la situation lui avait échappé. Selon elle, rien n'était voulu, rien ne devait aller aussi loin. Mais sous ses airs composés, son témoignage sonnait faux, froid, calculé, sans l'ombre d'une émotion sincère, à multiplier les justifications sans jamais assumer la moindre responsabilité. Je regardais le jury, et il ne faisait aucun doute qu'il ne la croyait pas. Une femme au premier rang secouait la tête avec mépris. Quand Celia a contre-interrogé Suzanne, elle a méthodiquement démonté tous ses arguments. Peu à peu, Suzanne s'est refermée sur elle-même. Le masque a fini par tomber. À la fin, c'était clair pour tout le monde. Plus personne n'était dupe. Après les plaidoiries finales, le jury a été chargé de délibérer et je suis rentré chez moi, l'estomac noué, pour attendre. 6 heures plus tard, Celia m'a appelé. Il fallait revenir. Le verdict était tombé. J'y suis retourné, anxieuse, le cœur serré. Nous nous sommes levés à l'entrée des jurés. La présidente a remis les verdicts au juge qui a égrené chaque chef d'accusation à voix haute. Coupable de tentative de meurtre, coupable de maltraitance sur mineurs, coupable d'escroquerie, coupable sur tous les chefs. Suzanne est restée impassible, fixant le vide, comme si rien n'avait d'importance. Mais pour moi, c'était un véritable soulagement. Elle allait enfin devoir répondre de ses actes. Fletcher a bien tenté de demander une remise en liberté en attendant le prononcé de la peine, mais le juge a refusé. Suzanne a quitté la salle menottée et pour la première fois depuis longtemps, j'ai soufflé. 3 semaines ont passé avant que nous ne soyons de retour pour la sentence. Celia m'avait suggéré d'écrire une déclaration sur l'impact de l'affaire. J'ai pris la parole à la barre. J'ai évoqué les séjours répétés à l'hôpital, la peur, les cauchemars qui poursuivent toujours ma fille. J'ai parlé de cette méfiance tenace. Elle sursaute chaque fois que je lui tends de la nourriture, me demandant si c'est vraiment sans danger. Ma voix tremblait, mais j'ai mené ma déclaration jusqu'au bout. Le juge m'a écouté avec gravité, prenant des notes, avant de prononcer la sentence. 25 ans de prison, obligation de suivi psychiatrique, retrait définitif du droit d'exercer, interdiction formelle d'approcher ma fille. Suzanne n'a toujours pas réagi, elle a été emmenée sans un mot et j'ai enfin compris que c'était terminé. Après l'audience, je suis allé chercher ma fille chez Madame Chen et, pour tourner la page, nous sommes allés au parc. Sur les balançoires, elle m'a demandé si on était enfin en sécurité. Je lui ai promis que oui, que jamais plus sa mère ne pourrait lui faire de mal, que je veillerais toujours sur elle. Elle m'a serré la main et nous sommes restés là, bercés en silence. 6 mois après l'empoisonnement, les cheveux de ma fille repoussaient, formant de nouvelles boucles. Elle a repris des couleurs, ses joues s'étaient arrondies, le médecin était confiant sur la guérison de ses organes. Elle fait encore des cauchemars, a besoin de routines rassurantes. Mais Autumn me disait qu'elle progressait à pas de géant. Elle réapprenait simplement à être une enfant. J'ai eu une promotion au travail, et grâce à l'augmentation, on a pu souffler un peu. Mon patron m'avait soutenu du début à la fin. L'indemnisation des victimes a couvert la majorité des frais médicaux. On construisait une nouvelle vie, cette fois pleine d'espoir. Avec ma fille, on s'est vite inventé de nouvelles traditions. Les vendredis soirs devant un film choisi par elle, les dimanches matins à préparer ensemble des pancakes, les histoires du soir où, invariablement, elle était l'héroïne. Elle réapprenait peu à peu à faire confiance. La voir rire, jouer, retrouver l'insouciance des enfants me remplissait d'une gratitude immense d'avoir pu mettre fin à ce cauchemar à temps et de la savoir, enfin, à l'aube d'une vie toute neuve.